Voici l'armée de terre cuite, 8000 guerriers enterrés il y a plus de 2000 ans. L'une des plus grandes merveilles du monde. L'armée de terre cuite est l'une des découvertes archéologiques les plus célèbres de l'histoire de l'humanité. Chaque année, des millions de personnes se tiennent au bord de ces fosses souterraines et contemplent les rangées de soldats d'argile en pensant comprendre ce qu'elles regardent. Elles se trompent. Albert Lynn vient de mettre au jour une couche située en dessous qui est franchement terrifiante. Et plus ces scanners descendaient en profondeur, plus il devenait évident que l'empereur n'avait pas seulement construit un tombeau. Il avait édifié son royaume final au-dessus de quelque chose de monstrueux. Il y a là-dessous des choses qui n'ont pas leur place dans un site funéraire. Des chambres secrètes d'étranges perturbations dans la terre, une histoire de trahison qui a été scellée sous terre alors que des gens respiraient encore. Voici la vérité que les soldats d'argile n'étaient jamais censés laisser échapper. L'armée n'est pas là pour protéger l'empereur. Elle est là pour s'assurer que la vérité ne refasse jamais surface. Royaume de l'au-delà interdit. La plupart des gens qui visitent ce site se concentrent sur les guerriers. 8000 figures d'argile individuelles, chacune unique, chacune avec un visage distinct, réparties dans d'immenses fosses souterraines qui s'étendent bien plus loin que la plupart des gens ne le réalisent. Mais les guerriers ne sont que l'entrée principale. L'échelle complète de ce complexe souterrain couvre des milliers d'hectares. Les chercheurs qui ont examiné l'agencement plus large estiment que l'empereur ne se préparait pas simplement à la mort. Il construisait une version de secours complète de son empire. Si le monde d'en haut s'effondrait, si sa dynastie s'écroulait et que ses ennemis gagnaient son esprit, disposerait encore d'une civilisation entière l'attendant sous la terre parfaite permanente et entièrement sous son contrôle. C'est pourquoi le complexe comprend des écuries en argile, des outils de bronze encore fonctionnels après 2000 ans et des animaux sculptés fabriqués dans la même terre cuite que les soldats. Il y a des oiseaux d'argile, des équipements agricoles en argile, chaque détail de la vie quotidienne reproduit sous terre afin que l'empereur ne manque de rien. Mais il existe une théorie qui va bien plus loin qu'une simple préparation. Certains chercheurs croient que l'empereur ne planifiait pas seulement sa mort. Il tentait de la vaincre. Il a passé des décennies à chercher obsessionnellement une potion d'immortalité, envoyant des expéditions à travers le monde connu, consultant des mystiques et des alchimistes, consommant des substances que ses conseillers affirmaient pouvoir prolonger indéfiniment sa vie. Son obsession n'était pas une rumeur. Elle est documentée. Il croyait sincèrement que la mort était un problème ayant une solution et il disposait des ressources d'un empire entier pour la trouver. Lorsque ses recherches revinrent vidées, il se tourna vers le tombeau lui-même. Certains savants sentent aujourd'hui que l'ensemble du complexe n'était pas un lieu de repos, mais une machine, un vaste moteur ritualiste conçu pour ramener son âme à travers la frontière entre la mort et la vie. Chaque soldat d'argile, chaque canal de mercure liquide, chaque étoile peinte sur le plafond de la chambre intérieure était un composant fonctionnel de cette machine, une carte pour que son esprit retrouve le chemin du retour. Cela semble de la superstition jusqu'à ce que l'on constate la précision. Les soldats ne font pas face à une direction aléatoire. Ils regardent vers l'est, vers les territoires des ennemis que l'empereur a passé sa vie à conquérir. Il ne se reposait pas. Même dans la mort, il était positionné pour la prochaine guerre. Chaque détail était intentionnel. Et le véritable choc est venu lorsque des caméras haute résolution ont regardé au-delà de ces visages d'argile et dans les espaces sombres qui s'étendent derrière eux. L'enquêteur, Albert Lynn, n'est pas arrivé sur ce site comme un visiteur ordinaire. Il comprenait le poids de ce dans quoi il s'engageait avant même de descendre de l'avion. Lynn n'est pas le genre de chercheur qui aborde un mystère avec une pelle et un carnet de notes. Il travaille avec des outils conçus pour trouver des choses qui ne sont pas destinées à être trouvées. Une technologie de balayage initialement développée pour localiser des objets enterrés dans des zones de conflit actives. Des instruments capables de lire la Terre de la même manière qu'une radiographie lit un corps. Des instruments capables de lire la Terre de la même manière qu'une radiographie lit un corps. Son travail est reconnu au plus haut niveau du domaine à l'échelle internationale. Il a opéré dans certains des environnements archéologiques les plus sensibles de la planète. Rien de tout cela ne l'avait pleinement préparé à ce que le gouvernement chinois gardait ici depuis des décennies. Obtenir l'accès aux zones restreintes de ce site était presque impossible. Pendant des décennies et des décennies, les sections les plus sensibles étaient maintenues sous un strict contrôle gouvernemental. Les vols de drones étaient interdits sur l'ensemble du complexe.
Chaque scan nécessitait une autorisation des plus hauts niveaux de supervision. Chaque scan nécessitait une autorisation des plus hauts niveaux de supervision. Même les chercheurs chinois disposant de décennies d'expérience sur le site travaillaient souvent sans connaître le tableau complet de ce qui se trouvait sous leurs pieds. L'information était délibérément compartimentée. Différentes équipes connaissaient différentes pièces. Personne en dehors d'un cercle très restreint ne savait tout. Des pièces. Personne en dehors d'un cercle très restreint ne savait tout. D'une manière ou d'une autre, Lin a obtenu la permission d'aller là où aucun enquêteur étranger n'avait jamais été autorisé à aller auparavant. La façon dont cette permission a été obtenue n'a jamais été pleinement expliquée. Dès l'instant où son équipe a posé le pied sur le site, la tension a été immédiate et physique. Des officiers en uniforme surveillaient chacun de ses mouvements. Ils ont examiné son équipement pièce par pièce avant de l'autoriser à entrer. Chaque vol de drone exigeait une demande formelle séparée. Chaque scan était effectué avec quelqu'un debout directement derrière lui regardant l'écran au fur et à mesure que les données arrivaient. Alors que son équipe assemblait ses instruments à l'intérieur des fosses, l'air semblait dense d'une manière qui n'avait rien à voir avec la profondeur ou la température. Lynn a déclaré par la suite que se tenir au centre du complexe donnait l'impression d'être dans un espace qui n'avait pas été construit pour les vivants. L'observation n'est pas métaphorique. Très peu de personnes s'étaient jamais tenues à ces emplacements précis. Encore moins avaient été autorisés à pointer des instruments vers ce qui se trouvait en dessous. Il a traversé des chambres scellées depuis plus de 2000 ans. Les soldats d'argile s'élevaient dans toutes les directions. Certains posaient comme s'ils étaient sur le point de dégainer une arme, d'autres, maintenant, une immobilité qui semblait plus troublante que de l'agressivité. Il a vu des chariots dont les roues étaient encore structurellement saines des écuries, avec des chevaux d'argile posés en pleine foulée, comme s'ils attendaient un cavalier qui ne viendrait jamais. Des épées et des pointes de lance en bronze qui pourraient encore faire couler le sang aujourd'hui. Des outils abandonnés en plein travail, comme si l'ouvrier avait simplement sorti et n'était jamais revenu. Chaque fosse était un instant figé, une pièce où le temps s'était simplement arrêté et était resté. Mais Lynn n'était pas là pour regarder l'art, il était resté. Mais Lynn n'était pas là pour regarder l'art, il était là pour trouver ce que l'œil humain ne pouvait pas voir. Ce que les scanners ont trouvé. 16 drones s'y sont élevés, important les instruments de balayage les plus avancés disponibles. Au sol, son équipe a déplacé des systèmes radars en balayage minutieux à travers le sol, lisant la terre des dizaines de pieds sous leurs bottes. Tandis qu'il observait les rangées de soldats silencieux depuis les airs, un malaise s'est installé sur l'équipe grandissant à chaque heure qui passait. La beauté des sculptures semblait remplir une fonction attirant le regard vers le haut et vers l'extérieur, maintenant l'attention à la surface loin de ce qui se trouvait en dessous. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de la reconnaissance de motifs. Quelque chose attendait d'être découvert, quelque chose que l'empereur avait déployé des efforts énormes pour s'assurer que personne ne le trouve jamais. La population locale autour de ce site l'a toujours connu comme un lieu maudit. Cette réputation précède la découverte de 1971 de plusieurs siècles. Les fermières qui ont percé dans la première fosse ont dit que leur vie avait été définitivement altérée par ce qu'ils avaient mis au jour. Certains ont perdu leur terre à cause d'acquisitions gouvernementales. D'autres ont perdu leur santé dans des circonstances qui n'ont jamais été clairement expliquées. L'histoire qui circule depuis lors est qu'ils ont ouvert quelque chose qui n'aurait jamais dû être ouvert et que cette ouverture a laissé une marque sur tous ceux qu'elle a touchés. Lynn a dû mettre cela de côté. C'est un scientifique. Mais même un scientifique porte quelque chose lorsqu'il pénètre dans un espace où des milliers de personnes ont trouvé une faim violente sous des couches d'argile et de silence. La technologie utilisée par Lynn s'appelle le radar à pénétration de sol. Elle fonctionne en envoyant des impulsions d'énergie précises dans la Terre. Lorsque ces impulsions frappent quelque chose de solide, un mur, un sol, un objet enterré, une masse de matériaux compressés, elles se réfléchissent vers la surface et construisent une image de ce qui est caché en dessous. Une carte faite entièrement d'ombres et d'échos. Lorsque ces cartes sont apparues sur ces écrans, l'équipe s'est tuée, des murs qui n'apparaissaient sur aucun plan architectural existant. Des puits verticaux plongeant à plus de 100 pieds de droite dans le sol et des amas de forme, des milliers de petits objets densément tassés que personne ne pouvait identifier immédiatement. Une théorie est que ces amas représentent les possessions personnelles de l'empereur, des objets du quotidien de sa vie et reproduits dans des matériaux permanents pour qu'ils ne se détériorent jamais, le genre d'objet
qu'un homme obsédé par l'éternité voudrait avoir à portée de main. Une autre théorie est bien plus sombre. Certains chercheurs croient que les scanners ne lisaient pas des objets du tout. Ils lisaient les restes de la cour réelle de l'empereur, non pas des figures d'argile tenant lieu de personnes réelles, mais des personnes réelles placées là en personne pour servir dans l'au-delà comme elles avaient servi dans la vie. Plus l'équipement s'enfonçait dans le soir, plus le paysage souterrain cessait de ressembler à un complexe et commençait à ressembler à un énorme cimetière chaotique, couche après couche de terre bouleversée d'ombres profondes qui n'avaient aucune explication architecturale. L'image qui se construisait sur ces écrans n'était pas ce à quoi quiconque s'était préparé. Laisse tomber sous l'armée. Pendant longtemps, aucun aéronef n'avait jamais été autorisé au-dessus de ce site. L'espace aérien au-dessus était effectivement classifié. Albert Lynn a changé cela. Il est devenu la première personne à faire voler un équipement de balayage au-dessus du complexe funéraire de l'empereur et à le regarder d'en haut. Depuis cette altitude, la véritable échelle du monde souterrain est apparue clairement d'une manière que des décennies de recherche au niveau du sol n'avaient jamais pu révéler. Il a utilisé un outil appelé LIDAR, un système d'imagerie laser qui traverse la végétation, le sol de surface et les matériaux obscurcissants pour cartographier les structures enterrées avec précision. Ce qu'il a montré sous les fosses que le monde connaît déjà était un réseau dense et étendu de structures cachées des murs enterrés, s'étendant bien au-delà des limites connues des chambres effondrées qui n'apparaissent sur aucun plan existant et des zones où de grands nombres de personnes semblaient avoir été placées dans la Terre simultanément. Certains de ces emplacements montraient des signatures thermiques compatibles avec d'anciens incendies, des preuves d'événements de chaleur intense absorbés dans le sol lui-même, préservés là pendant 2 millénaires. Puis l'équipe a trouvé la section qui a tout arrêté. Profondément sous les pieds des soldats d'argile, les scans ont révélé des regroupements de trous irréguliers et perturbés dans la Terre. Trop chaotique pour être de l'architecture intentionnelle. Trop organisé pour être le produit de processus géologiques naturels. Le motif correspondait à ce que les archéologues médico-légaux reconnaissent immédiatement. Des fosses communes. Le sol dans ces zones était endommagé d'une manière spécifique, compressé et fracturé selon des motifs compatibles avec une force énorme, appliquée soudainement non pas le poids graduel et uniforme du temps et de l'affaissement de la Terre, mais la force concentrée et violente de quelque chose de catastrophique. Des lignes de fracture traversant la stratigraphie des formes denses et dispersées correspondant à des restes humains. Lynn a regardé les données et n'a pas parlé pendant un long moment. Il avait déjà vu des données difficiles. C'était différent. Ce qui se trouve sous l'armée d'argile n'est pas simplement un palais ou un souverain mort. C'est un cimetière. Et ce n'est pas un cimetière pour des personnes qui ont été honorées. Les archives historiques indiquent que 700 000 personnes ont été enrôlées pour construire ce complexe. 700 000, la construction a pris des décennies. Des gens sont arrivés de toute la Chine et n'ont pas rentré chez eux. Pendant longtemps, les historiens ont supposé qu'ils avaient été libérés une fois le travail terminé, dispersés de nouveau vers leur village et leurs fermes. Les données des scans suggèrent une explication différente. Si même une fraction de ces travailleurs a été scellée à l'intérieur lorsque la construction a été achevée, de ces travailleurs a été scellée à l'intérieur lorsque la construction a été achevée, l'armée de terre cuite se dresse au-dessus de l'un des plus grands sites d'inhumation de masse de l'histoire de la civilisation humaine. La théorie qui circule depuis des siècles est que l'empereur a utilisé le projet de construction comme un outil délibéré d'élimination. Les personnes qu'il considérait comme des menaces, des rivaux politiques, des dissidents quiconques, avaient vu trop ou savaient trop étaient assignés au chantier sous le couvert du service national. Et puis, lorsque leur utilité était épuisée, des dispositions étaient prises pour s'assurer qu'ils ne partent jamais. Les données radars ont rendu cette théorie très difficile à écarter. Les motifs de perturbation du sol étaient incompatibles avec un mouvement violent, c'est que les géologues médico-légaux appellent des couches de lutte de la Terre qui a été mélangée et compressée par des corps en mouvement. Les tunnels semblent avoir été scellés de l'extérieur alors que des gens se trouvaient encore à l'intérieur. Et dans les niveaux inférieurs, les scans ont détecté des signatures correspondant au profil de composants métalliques, d'éventuels vestiges des pièges à arbalètes mécaniques décrits dans les récits anciens. Des dispositifs conçus pour tirer sur quiconque entreraient dans les passages cédés sans autorisation. La plupart des chercheurs avaient supposé que les mécanismes de déclenchement en bois auraient pourri au bout de 2000 ans.
Les composants en bronze sont une toute autre affaire. Le leader a également trouvé quelque chose qu'aucune recherche précédente n'avait détecté, une structure pyramidale de terre densément tassée, enfouie directement sous le monticule principal, caché si complètement qu'elle est invisible depuis la surface. Un secret à l'intérieur d'un secret. Ce que l'empereur considérait comme le plus critique était enfoui sous tout le reste, protégé par des couches sur des couches de pierre de sol, de soldats d'argile et des corps des gens qui les avaient construits. Les rangées parfaites de guerriers au-dessus n'étaient pas arrangées pour la beauté ou la cérémonie. Elles étaient arrangées comme un sceau. Ce qu'elles recouvraient n'était pas la gloire. C'était le véritable coût de la construction d'un empire conçu pour durer éternellement. Le prince qui est mort dans le noir. Près du centre du scan, l'équipe a remarqué une anomalie qui ne correspondait pas au motif environnant. Sous l'agencement organisé des chambres connues, il y avait un vide isolé unique plus ancien que les structures qui l'entouraient, creusé nettement plus profondément, comme si celui qui l'avait placé là avait voulu qu'il soit sous tout le reste invisible, inaccessible et oublié par conception. À l'intérieur de ce vide se trouvait un seul squelette. Cette personne n'avait pas été jetée comme les autres. Les os étaient disposés avec un soin délibéré. Ils appartenaient à un jeune homme, probablement au début de la vingtaine. Les objets trouvés près des restes n'étaient pas les biens d'un ouvrier ou d'un prisonnier. Ils étaient coûteux de haut rang, le genre de possessions portés par quelqu'un né dans un pouvoir important. Mais ce qui a réduit au silence chaque personne dans cette pièce, c'est ce que l'imagerie a révélé à l'intérieur du crâne. Une pointe de flèche en bronze enfoncée profondément dans l'os. Ce n'était pas un accident. Ce n'étaient pas les débris résiduels d'une bataille livrée quelque part à proximité. C'était une exécution précise, délibérée, et menée sur quelqu'un qui avait été enterré séparément avec soin et dans un emplacement spécifiquement conçu pour empêcher quiconque de le trouver jamais. La question de savoir comment il était mort a été résolue en quelques secondes. La question de savoir qui il était a pris plus de temps et la réponse qui a émergé était profondément troublante. Les archives anciennes de l'époque documentent les fils du premier empereur des princes, né dans un privilège extraordinaire, élevé à l'intérieur d'une cour où le pouvoir et la paranoïa existaient à part égale, et où la confiance était quelque chose que personne ne pouvait étendre en toute sécurité à quiconque. Plusieurs de ces princes ont disparu des archives historiques sans explication. Leurs noms apparaissaient dans des documents puis s'arrêtaient simplement. Aucun récit de leur mort, aucun enregistrement d'exil ou de disgrâce. Juste un silence là où une vie avait existé, comme si le registre lui-même avait reçu l'ordre de les oublier. Alors que les chercheurs examinaient les détails entourant cette sépulture, l'emplacement par rapport au monticule central, la qualité des objets funéraires, la profondeur, les soins extraordinaires pris pour la dissimuler d'en haut, une image s'est assemblée qu'aucune personne dans cette pièce ne voulait accepter. Ce n'était pas un ouvrier, ce n'était pas un prisonnier ordinaire. Ce jeune homme a peut-être été l'un des propres enfants de l'empereur. Il n'a pas été tué par un ennemi de l'extérieur. Il a été tué sur un ordre venant de l'intérieur de sa propre lignée. La chambre elle-même renforçait l'horreur. Elle n'était pas façonnée comme une tombe. Less Dimension correspondait à une cellule de confinement. La position du squelette suggérait que le jeune homme avait peut-être été retenu dans cet espace souterrain vivant pendant des semaines ou des mois avant que la fin n'arrive, gardé en vie, maintenu en silence, effacé du monde d'en haut, alors qu'il était encore bien présent dans le monde d'en bas. Les marqueurs de stress visibles dans la structure osseuse étaient cohérents avec un confinement prolongé dans des conditions difficiles. Il existe une théorie sur celui qui a donné l'ordre. Le successeur de l'empereur était son deuxième fils, un homme qui s'est emparé du pouvoir dans l'immédiat après la mort de son père. Les historiens soupçonnent depuis longtemps que sa consolidation du pouvoir ait impliqué l'élimination systématique de chaque frère et sœur qui pouvait crédiblement contester sa prétention au trône, non pas un ou deux concurrents, mais tous. Les scans trouvaient plusieurs vides supplémentaires correspondant aux dimensions de la chambre de ce prince réparties à intervalles autour du monticule principal. La même forme, la même profondeur, le même placement délibéré sous le niveau de tout le reste. Toute une génération royale effacée et enterrée aux côtés des ouvriers et des prisonniers qui ont construit le tombeau de leur père. Aux yeux de l'homme qui a pris le trône, ils étaient tous également dangereux. Ils étaient tous des secrets. Et les secrets dans le monde que le premier empereur avait créé appartenaient sous terre, les rouleaux qui ont survécu. À l'intérieur de chambres scellées près de l'emplacement funéraire principal de l'empereur,
Les chercheurs ont trouvé quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à voir encore exister après 2000 ans. Des rouleaux de bambou. Pour les préserver, l'équipe a dû travailler dans un environnement contrôlé où la température et l'humidité étaient maintenues avec des tolérances mesurées en fractions. Les rouleaux étaient extrêmement fragiles. Une exposition aux mauvaises conditions pendant même quelques minutes aurait pu les détruire de façon permanente. Le processus de leur ouverture a été minutieux, l'œuvre de semaines plutôt que de jours. Ce que contenaient les textes lorsqu'ils ont enfin été lus à haute voix n'était pas un catalogue de réalisation. Ce n'était pas un monument à l'héritage de l'empereur. Cela ressemblait aux historiens qui les ont lus davantage à un registre de crimes. The Crimes. Ligne par ligne, les rouleaux décrivaient une société gouvernée par la peur plutôt que par la loi. Un document enregistrait un décret impérial ordonnant que 460 savants et intellectuels soient enterrés vivants, non pas exécutés et rapidement enterrés. L'offense était de maintenir des idées philosophiques et historiques que l'empereur n'avait pas sanctionnées, des idées qui impliquaient que d'autres façons d'organiser le monde étaient possibles, que son pouvoir n'était pas le seul type de pouvoir. D'autres rouleaux documentaient le brûlage systématique de livres à travers la Chine. Pas seulement des textes politiques. L'histoire, la philosophie, la science, les connaissances médicales. La destruction délibérée de toute pensée enregistrée qui pourrait donner à quelqu'un un cadre pour remettre en question l'autorité absolue de l'empereur. Certains des documents les plus troublants étaient des confessions signées par des ingénieurs, des constructeurs et des artisans qui avaient travaillé sur le complexe funéraire. Lire les accusations portées contre eux est une expérience profondément inconfortable. Certains étaient accusés d'avoir nourri des pensées critiques sur les méthodes de l'empereur, d'autres d'une vitesse insuffisante, d'autres d'association, avec des personnes qui avaient elles-mêmes été accusées de quelque chose, la chaîne d'accusation s'étendant dans toutes les directions sans limite logique. Les confessions étaient extraites, enregistrées, classées, et ensuite les personnes qui les avaient signées rejoignaient les milliers déjà sous l'argile. Chaque personne sur ce chantier était surveillée. Chaque action était évaluée. Chaque relation était une responsabilité potentielle. Un mauvais mot, un moment d'hésitation visible. Alors que les historiens lisaient ces textes à haute voix à l'intérieur du complexe Lin, se tenaient en silence et regardaient les soldats d'argile. Il a déclaré par la suite qu'à ce moment-là, les figures ont changé devant lui. Elles ont cessé d'être des œuvres d'art extraordinaires. Elles ont cessé d'être des symboles de puissance militaire ou d'ambition impériale ou du savoir-faire des artisans anciens. Elles sont devenues ce qu'elles avaient toujours réellement été, une garnison permanente debout en formation au-dessus d'un lieu construit sur la souffrance et le silence imposé montant la garde pour s'assurer que la souffrance reste enterrée. Les rouleaux documentaient également l'obsession de l'empereur pour l'immortalité dans des détails que les récits historiques secondaires n'avaient que partiellement capturés. Il a envoyé des flottes de navires transportant des milliers de jeunes hommes et femmes à la recherche d'une île légendaire au bord du monde où une potion qui vainquait la mort était censée être conservée par des immortels. Ces navires ne sont jamais revenus. L'interprétation la plus troublante de leur disparition est qu'ils n'ont pas été perdus en mer. Certains historiens croient que l'empereur a fait en sorte qu'ils ne reviennent jamais, parce que revenir sans la potion aurait signifié se présenter devant la cour et confirmer publiquement que l'empereur était un homme mortel, qui allait vieillir, s'affaiblir et mourir comme toute autre personne ayant jamais vécu. Les navires qui ont disparu ont peut-être été réduits au silence pour exactement la même raison que tout le reste dans cette histoire a été réduit au silence. Certaines sections des rouleaux résistent encore à une traduction complète. Certains passages semblent décrire un processus pour donner vie aux figures d'argile animées l'armée par le souffle et l'intention. Que cela ait été destiné comme instruction littérale ou comme langage symbolique intégré dans un contexte rituel est encore débattu parmi les savants. Ce que cela confirme sans aucun doute, c'est que la croyance de l'empereur dans les mécanismes du surnaturel était authentique. Il ne faisait pas de cérémonie pour le bénéfice de ses sujets. Il croyait que l'armée d'argile se lèverait au moment opportun. Et les rouleaux décrivent quelque chose d'enfoui sous la chambre principale qu'aucune excavation moderne n'a jamais localisé. Une salle contenant de l'or et des joyaux à une échelle que les textes anciens peinent à décrire. Les scans ont détecté un immense espace vide d'environ 3 étages complets, de hauteur positionné directement sous le plancher du palais central. Il semble être réel. Il semble correspondre à la description. Mais les rouleaux s'accompagnent d'un avertissement qui y est attaché.
Le trésor est baigné dans le poison des étoiles. Cette phrase est presque certainement une référence au Mercure. Et le Mercure est l'endroit où cette histoire atteint son chapitre final et le plus dangereux. Le poison qui protège tout. Au tout centre de l'ensemble du complexe se trouve un endroit que personne n'a jamais ouvert. Aucun archéologue, aucun fonctionnaire gouvernemental, aucun chercheur opérant à quelque niveau d'autorisation que ce soit. Personne. La tombe principale du premier empereur de Chine est scellée depuis plus de 2000 ans et elle l'est encore aujourd'hui. Non pas parce que les gens n'ont pas voulu l'ouvrir, mais parce qu'ils ont peur de ce qui se passerait s'ils le faisaient. Les échantillons de sol prélevés autour du tumulus central ne montrent pas des niveaux de mercure légèrement élevés. Ils révèlent des concentrations des centaines de fois plus élevées que tout ce qui existe dans la nature. Les récits anciens décrivent les architectes de l'empereur ayant conçu des rivières de mercure liquide qui s'écoulaient en permanence à travers une maquette à l'échelle de son palais à l'intérieur de la chambre funéraire. Un empire miniature en argent coulant éternellement sous la terre. Le palais d'en haut est miniature permanente en dessous. Pendant très longtemps, ces récits ont été classés comme légendes. Exagération, le genre d'histoire qui grossit à chaque génération de transmission. Les analyses du sol confirment que le cœur de l'histoire n'est pas une exagération, c'est une documentation. Si la chambre principale était ouverte aujourd'hui, l'atmosphère sous pression qui s'est accumulée à l'intérieur depuis 2000 ans s'échapperait instantanément. La vapeur de mercure aux concentrations indiquées par les données du sol est extrêmement toxique. Une exposition mortelle peut survenir en quelques minutes à des concentrations bien plus faibles que ce que suggèrent les données ici. Ce qui commencerait comme la fouille archéologique la plus importante de l'histoire moderne pourrait devenir un événement faisant de nombreuses victimes avant que quiconque ait le temps de réagir. Elle n'est pas la seule menace. Dans les années 1980, des chercheurs ont ouvert pour la première fois une fosse secondaire plus petite. Ils ont vu la peinture sur les soldats d'argile des couleurs préservées en parfait état pendant plus de 2 millénaires commencer à s'écailler en quelques secondes d'exposition à l'air libre. Le changement de pression et d'humidité a déclenché une réaction chimique irréversible. Des couleurs qui avaient survécu 2000 ans ont disparu avant que quiconque puisse l'arrêter. Si la chambre principale de l'empereur contient des structures en bois, des textiles de soie ou des surfaces peintes, ouvrir la tombe pourrait effacer l'histoire même qu'elle contient. La découverte et la destruction se produiraient en même temps. Les scans de ligne de la structure centrale n'ont fait qu'approfondir le mystère. Les données correspondaient aux récits anciens sur ce qui se trouve à l'intérieur de la chambre scellée, mais une conclusion est devenue indéniablement claire. L'empereur a conçu cet endroit pour qu'il reste scellé à jamais. Le mercure, les pièges mécaniques, la profondeur immense et les couches d'enfouissement ont tous été conçus pour empêcher les générations futures d'entrer. Il savait que quelqu'un finirait par essayer. Jusqu'à présent, le monde a respecté cette conception non par admiration pour l'empereur, mais parce que les chercheurs comprennent les conséquences d'ouvrir une chambre qui n'a jamais été destinée à être perturbée. L'armée de terre cuite n'est pas simplement un monument au pouvoir ou à la loyauté, c'est un couvercle. Sous des milliers de soldats d'argile gisent les ouvriers enterrés, là où ils sont morts des ennemis politiques effacés de l'histoire des savants exécutés pour leurs idées et des princes tués pour sécuriser le trône de l'empereur. 8000 guerriers se tiennent encore en formation parfaite face à l'Est, gardant des secrets qui n'étaient jamais destinés à avoir de témoins. Albert Lynn est entré sur le site en tant que scientifique et en est ressorti avec des preuves qui confirmaient ce que les récits anciens avaient longtemps suggéré. L'une des plus grandes merveilles archéologiques du monde pourrait aussi être l'une des plus grandes scènes de crime de l'histoire. La vraie question n'est pas de savoir si quelque chose de plus terrifiant que le mercure et les pièges anciens attend à l'intérieur de la chambre finale. C'est de savoir si nous sommes prêts à apprendre la vérité. Laissez vos pensées dans les commentaires. Si cette histoire a changé la façon dont vous voyez l'histoire, likez et abonnez-vous, car certains des plus grands secrets de l'humanité pourraient encore être enfouis en dessous. Merci d'avoir regardé.